Euh, donc, nous recevons aujourd'hui Julien Grizzly. C'est une aventure récente, mais tout à fait passionnante. Un nouvel artiste ici à Cap-Royan, qui en a vu bien d'autres artistes importants, certains très reconnus, mondialement connus. Et puis, Julien, il fait partie des jeunes artistes, entre parenthèses, parce que pour une association, pour un centre d'art contemporain, la tâche la plus noble, c'est celle de donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Évidemment, nous avons aussi besoin de public. Et donc, il faut alterner avec des artistes qui nous en ramènent de façon normalement plus évidente. Donc, en tout cas, recevoir Julien Grizzly est pour moi un très grand bonheur qui me sort de ma zone de confort. La précédente exposition de Christian Gardère était pour moi évidente. Je travaille avec lui depuis 45 ans et donc on est des vieux comparses, même si on n'est pas des copains. Voilà, c'est évident. Julien, pour moi, c'est une aventure. Elle est merveilleuse, c'est l'aventure de la vie. Hein. Parfois, on arrive à des moments où on a l'impression que tous les jours sont semblables. Eh bien, il suffit d'aller chercher de la nouveauté. Et Julien nous en donne beaucoup pour que ça me mette en tension. L'engager, c'est croire véritablement en son talent. Ça ne repose que sur une conviction intime. Évidemment, j'en ai parlé à mon équipe qui m'a suivi. Et en tout cas, on est là dans un terrain de défrichage, un peu comme les moines du Moyen-Âge qui défrichaient les forêts alentours. Et puis, voilà, Julien, il vient d'ici, en tout cas, il est installé ici, en Charente-Maritime. Donc, ce sera probablement une des premières questions que je vais lui poser. Et en même temps, je lui poserai probablement une question sur la fabrique du chef-d'œuvre, ou en tout cas, une fabrique de l'œuvre, parce qu'il a une façon très particulière de travailler. Mais tout d'abord, pour se présenter, est-ce que tu veux bien nous parler pourquoi tu as choisi de venir habiter ici en Charente-Maritime? Bonjour à tout le monde. Je réponds directement. Oui, tu peux répondre directement. Directement. On est avec des amis. Oui, je vais me détendre au fur et à mesure. C'est comme si tu les recevais dans ton atelier. C'est ça, ça fait du monde dans l'atelier. Ouais. Oui, oui. Ok. Pourquoi j'ai décidé de venir m'installer en Charente-Maritime? C'est une histoire qui commence enfin, ça fait un petit moment déjà, parce que ça fait pratiquement 15 ans que je suis arrivé là, même si j'ai fait des allers-retours avec Paris pendant un petit moment. En fait, je suis arrivé en Charente-Maritime parce que j'ai travaillé longtemps sur Paris et je commençais à bien vivre de ma peinture. Et puis, les tableaux étaient de plus en plus grands et l'appartement faisait toujours 30 mètres carrés. Du coup, à un moment donné, s'est posé la question de savoir si je partais en région parisienne pour avoir plus grand sans payer trop cher ou si j'allais plus loin. Voilà. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis en région parisienne en me disant on se reverra le week-end prochain et tout ça. Et en fait, on les a jamais revus parce que dès qu'on passe le périph' parisien, en fait, c'est une autre vie qui s'installe. Donc, je me suis dit je vais aller plus loin. Et comme j'ai passé mon enfance à Ronces-les-Bains et que mes parents habitaient en Charente, je me suis dit pas loin de la côte, ça sera sûrement pas mal. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé vite un lieu pour pouvoir travailler assez grand. Ce qui t'a permis de faire des grands formats. Ce qui m'a permis de faire des grands formats. Voilà. Et de continuer à travailler avec mon galeriste parisien, donc de faire des allers-retours en camion pour emmener les travaux, etc. etc. L'intérêt de prendre un artiste jeune, c'est qu'il est costaud et c'est lui-même qui a fait le transport. Donc, je l'exploite. Hein. Donc, c'est bien sympathique. Alors, je connais mal Julien. Je le connais réellement de visu depuis septembre. Mais je connaissais son travail depuis 5 ans. Et donc, nous le découvrons un peu ensemble. Hein.
Et donc, évidemment, cette petite conversation a de l'intérêt pour tout le monde, y compris pour moi. Alors, en allant à ton atelier, dans tes 2 ateliers, j'ai vu d'abord ton chien qui a marché sous les peintures allègrement, hein. Voilà, ton Bob, c'est ça? Ouais. Et puis, j'ai vu que tu avais un carnet que tu as baladé d'ailleurs hier, je l'ai vu par là. Je l'ai oublié hier soir d'ailleurs. Je l'ai vu que tu le portais avec Ouais. toi. Et l'autre jour, quand tu nous as ramené une partie de ton atelier qu'on a installé à par terre, j'ai vu qu'il y avait des carnets. Alors évidemment, je t'ai demandé de voir ce qu'il y a dedans. Il m'a dit non, c'est perso, c'est normal. Et puis tu m'as dit que tu parles de ton quotidien, de ta vie, et que dans ton carnet, il y a beaucoup d'annotations, en particulier, tu rencontres quelqu'un qui a un foulard comme ci, qui a un pull comme ça, qui a telle attitude, et c'est comme ça. Et apparemment, tu consignes tout cela dans le carnet, et qu'ensuite, c'est en quelque sorte tout un répertoire de pensées, d'attitudes et de couleurs qui viennent de ton carnet. Est-ce que c'est comme ça que l'œuvre se fait jour? Oui, c'est exactement comme ça que je travaille. C'est-à-dire que mon carnet me sert. Bon, du coup, tu as tout dit. Ah non, pas du tout. Excuse-moi, mais Le la prochaine fois, je serai moins bavard. le carnet me Si, sert tu as à encore plein de noter. choses à dire, Ouais. et en particulier ce qu'on ne voit pas, ce qui donne des évidences. Donc oui, le carnet me sert en fait à me souvenir de tout ce que je croise dans ma vie de tous les jours, que ce soit des personnes, effectivement des attitudes. Donc je peux faire par exemple, au lieu de faire un croquis par exemple, si j'ai une jeune fille dans un café ou dans un restaurant qui a une position un petit peu comme ça, et puis qui a un chemisier avec des fleurs bleues sur un fond blanc, et puis elle a une écharpe ou un tour de cou avec une autre couleur. Au lieu de faire un croquis ou quelque chose, en fait, je vais écrire jeune fille posée comme ça, avec les fleurs bleues, le fond blanc, et donc du coup, et au café, voilà, par exemple. Et donc Et ça, je tu l'oublie. fais un petit crowbar. Et des fois, je fais un crowbar, des fois, j'en fais pas. D'accord. Et après, plus tard, quand je retourne à l'atelier, ben, en fait, je me pose et puis je feuillette je feuillette mon carnet. Et à un moment donné, je me dis, oui, ça, c'était intéressant. Voilà. Et du coup, il y a des choses il y a 6 mois qui se passent entre une situation vécue et puis le moment où j'entreprends de commencer quelque chose par rapport à ça. Voilà. C'est quoi? La maturation des choses à la bonne heure Ouais, ou alors c'est qu'il y en a tellement, parce que les carnets défilent vite, c'est que j'écris tellement de choses, etc., que du coup, j'en perds un peu le fil, et du coup, je le retrouve quand je me pose et que je reprends les pages précédentes. Est-ce que vous entendez alors que Ah oui. il n'entend pas le micro? Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux le rapprocher? Là, comme ça. Fais l'acteur. Ah. Tu es bien, Julien, comme ça. Très bien. Là, pour la caméra, elle est contente. Oui. Bon, voilà. Donc, du coup, oui, il y a bien l'histoire du carnet qui est très, très importante pour moi, oui. J'ai cru repérer cela. Alors, outre ce carnet qui est un peu ton confident artistique et qui te permet de ne rien perdre de quelque chose qui est fugace, tu as aussi d'autres supports. Mais auparavant, avant de revenir au support, tu es quand même quelqu'un qui a fait un parcours professionnel qui est quand même très inhabituel. D'emblée, tu étais gamin et au-delà, tu étais artiste dans l'âme. Tu as cette sensibilité-là. Tu as aussi la puissance de travail. Mais à un moment donné, tu n'y croyais plus dans ce métier comme pouvant te nourrir. Et donc, n'y croyant, tu devais probablement croire encore en toi et en tes capacités créatives, mais pas forcément pour un métier. Donc, tu as fait tout un tas de diplômes. Est-ce que tu peux nous en parler, par où tu es passé? Oui, alors du coup, c'est bien.
J'étais avec Charente Libre la semaine dernière qui me faisait un papier sur l'expo d'Angoulême. Et donc, du coup, je racontais aux journalistes, effectivement, que quand j'étais petit, vers 7-8 ans, je m'étais mis en tête enfin, j'aimais beaucoup la peinture de Van Gogh et je la regardais beaucoup et je la reproduisais énormément, à tel point que je m'étais lancé dans une fresque du tableau de la chaise jaune en très très grand sur tout le mur de ma chambre, voilà, Oui. avec une histoire de quadrillage. Enfin, j'avais bien compris que les artistes avant faisaient ça, un quadrillage, et on reportait sur le mur le quadrillage, etc. Donc j'avais entamé cette fresque monumentale que je n'ai pas menée à bout, je crois bien. Il faudrait demander à ma mère, mais je crois pas. Et à un moment donné, il y avait dans la famille, quelqu'un m'avait dit, mais tu voudras faire quoi quand tu seras grand? Et j'avais dit, bah, j'aimerais bien faire comme Van Gogh, mais j'ai pas envie de me couper l'oreille. Et au-delà de ça, j'avais bien compris aussi que Van Gogh avait vécu dans la misère et était mort dans la misère. Et donc, je m'étais dit, ouais, ça va pas être super, ça, comme projet. Voilà. C'est catastrophique parce que tu as pris l'exception qui confirme la Oui, règle. peut-être. Hein. Van Gogh, je veux dire, Picasso était richissime, Rembrandt, pas tellement, mais il y a plein d'autres artistes qui sont richissimes. Bonnat, son musée à Bayonne vient de rouvrir. Non seulement il était célèbre, mais en plus il a pu acquérir une ribambelle de grands maîtres du passé qu'il a offert à sa ville. Donc tu vois, c'est vraiment l'exemple à ne pas donner à ses enfants parce que c'est le raté de la famille. Hein, le raté socialement parlant, parce que pour le reste, sans Van Gogh, il n'y aurait peut-être pas ta peinture. Hein. Donc, merci Vincent d'avoir fait ça. Donc, tu as fait ça. Donc, au fait, tu n'as pas fait les beaux-arts. C'est quand même un choix qui est quand même porteur de sens. Ce n'est pas rien de ne pas faire les beaux-arts et d'être artiste là aujourd'hui. Ben, peut-être. Moi, je m'en rends pas vraiment compte parce que j'ai pas fait les beaux-arts. Mais oui, du coup, moi, je suis parti très vite. Donc, je suis dyslexique. Du coup, c'était compliqué à l'école. Ma mère a bien compris que ça allait pas marcher comme ça. Et donc, du coup, au moment de faire ses vœux en fin de troisième, l'idée est venue de plutôt partir dans l'artisanat d'art, qui allait être certainement plus porteur pour moi, que de passer un bac général et d'entamer des études longues. Voilà, donc j'ai fait ferronnerie d'art effectivement à Avignon. Après quoi, je suis parti sur un BTS de communication visuelle à Tours. Et à la fin de la première année, on était 150 en première année, puis 70 en deuxième, puis 40 en troisième année. C'était quand même un truc assez raide. Et à la fin de la première année, il y avait un conseil où, du coup, on demandait, enfin, où il recevait chaque élève en disant s'il passait en deuxième année ou pas. Moi, je passais en deuxième année, mais tout le monde m'a dit, enfin, les profs disaient, mais en fait, tu devrais aller aux Beaux-Arts plutôt que rester là. Enfin, c'est pas ta place. Et du coup, j'ai dit, ben non, j'ai pas envie d'aller aux Beaux-Arts. Voilà. Mais je sais pas, je saurais pas dire pourquoi j'avais pas envie, surtout que j'avais des amis qui y étaient. Bon, voilà. Mais c'était pas pour moi. Donc, il s'agit de capacités dans un moule type scolaire qui ne sont pas les tiennes. Par contre, c'est une grande chance pour nous que d'avoir un artiste qui n'a pas été creusé dans le moule, en particulier un certain moule intellectuel et conceptuel, et que donc on a affaire ici à de la vitamine, à un art qui a une grande spontanéité. Hein. On n'est pas dans la perfection gothique, on est plutôt dans l'émotionnel roman, et qui nous donne un art. Je ne connais rien de plus joyeux, je ne connais rien d'un artiste aussi puissant. Et donc, je reste toujours aussi courroucé que lorsque tu t'es demandé de te présenter au prix Robert Coustet à Bordeaux, un prix artistique, que au troisième tour, alors que les deux premiers, tu les avais réussi haut la main, tu étais gagnant. Au troisième, tu ne l'as pas eu pour des raisons qui me semblent encore fallacieuses. Hein. Donc, depuis que je suis là, je me suis dit, je vais demander à personne et je vais l'exposer. Donc, c'est ma vengeance personnelle et j'en suis très, très, très heureux. Hein. Et donc,
Donc on a fait ce choix des œuvres ensemble. Oui, oui. Alors, je voulais vous montrer un peu, dans la fabrique du chef-d'œuvre, euh, Julien a quelques accessoires, des tours de passe-passe, hein, et en particulier, c'est un cartomancien. Ouais. Je voudrais que tu nous expliques que parfois, à l'atelier, tu utilises ces cartes-là pour développer ta créativité. J'aurais pas dû les emmener, les cartes. Mon pauvre. Alors oui, donc du coup, il y a des gens qui tirent les cartes, le tarot de Marseille, etc., etc. Et moi, j'ai trouvé via une amie qui est artiste aussi, qui m'a dit ah, faut que tu essayes ce truc, c'est super. Donc ça s'appelle Intuiti. Donc ça marche comme un tarot de Marseille, sauf que ce sont des cartes qui sont avec voilà, avec des formes géométriques, des couleurs, des courbes, des lignes droites, etc. Et il y a des numéros dessus. Donc du coup, on brasse le jeu. On fait une coupe et on tire 3 cartes. Donc, enfin, il y a plusieurs façons, comme dans tous les tarots, il y a plusieurs façons de faire. Mais rien qu'en tirant 2 cartes, par exemple, on a des informations. Et donc, l'idée, c'est que moi, je m'en sers pas si souvent que ça, mais j'aime bien m'en servir quand même. Quand je suis face à quelque chose où je commence à me dire comment est-ce que je pourrais avancer ou que ça commence à bloquer ou quoi, ben bon, c'est de la superstition, mais je tire 2 cartes ou 3 cartes et en fait, ça me raconte une mini-histoire d'un petit garçon qui court dans la montagne et puis qui arrive au sommet et qui se rend compte qu'il a oublié son frère en bas, donc il faut qu'il redescende pour venir le chercher. Donc ça dit les allers-retours qui sont inutiles, etc., etc. Et plein d'autres informations, voilà, que je prends sur le tas, que je regarde vite fait et puis après je retourne bosser. Ces 3 cartes, apparemment, elles disent des choses différentes entre le perfectionnisme ou l'acceptation de soi. Il n'y a pas quelque chose comme Oui, ça alors qui je m'a me dit souviens l'autre jour. plus. Donc du coup, je me suis dit quand j'ai préparé le morceau d'atelier qui est derrière à emmener, je me suis dit bon, allez, c'est bien d'emmener l'ensemble du travail. Donc je me suis dit je vais faire un tirage de 3 cartes vite fait avant de partir l'autre matin, et puis je vais emmener les 3 cartes que j'aurais tirées. Donc j'ai regardé effectivement à quoi ça correspondait. Là aujourd'hui, je pense que j'ai un peu perdu le fil, mais il me semble que ça c'était quelque chose de l'ordre de tourner en rond et refaire la même chose encore et encore. Ça, l'idée d'une perfection qu'il faudrait abandonner. Et celle-ci, l'idée d'aller droit au but. Donc après, on en fait la lecture qu'on veut. Hein, elles sont multiples. Donc, nous sommes parfaitement l'art et la vie. Petit à petit, l'art devient la vie. Oui. Hein, et c'est un être humain qui fait ses œuvres d'art avec ses capacités énormes et puis avec ses difficultés. Donc, merci à ta dyslexie. Hein. Moi, je n'en souffre pas, donc je peux dire merci. Hein. Mais ça nous a donné que toi, tu as certainement besoin de ça pour t'exprimer. C'est ton français à toi. C'est mon français à moi, ouais. Je ne sais pas exactement comment fonctionne la dyslexie parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais en tout cas, je sais que j'envisage les choses d'une façon particulière. Ça, c'est certain. Mais je ne saurais pas dire exactement comment ça fonctionne, mais ouais. J'ai pris là dans l'atelier où c'est marqué ne pas toucher. Ne pas toucher. Hein. Donc j'ai pris des libertés. J'ai pris là deux choses. Hein. Ah pardon. Au fait, j'ai pris ici. J'ai pris ici des nuages. Hein. Voilà. Le petit nuage et le grand nuage. Ceci pour nous introduire dans une thématique qui est très importante chez Julien Grizzly. C'est vraiment le motif. Et il y en a partout. Des motifs répétitifs, des motifs aléatoires. Commencer par le plus simple, didactique et visuel. Est-ce que tu peux nous parler comment tu fais tes nuages? Avec un motif répétitif. Ben, en fait, j'ai des gabarits, voilà, c'est ça. Je travaille avec des gabarits, donc j'en ai différentes tailles suivant la taille du tableau et puis le volume que j'ai envie de donner au motif. Et donc, du coup, bon, là, j'ai beaucoup travaillé sur les nuages dernièrement.
Et donc, du coup, bah, je le positionne. Je fais une ossature sur le Oui, tableau comme avec, ça. avec Voilà. des traits en oblique. Et donc, du coup, je positionne le. C'est-à-dire que je pourrais prendre un rétroprojecteur et balancer les motifs qui se répètent. Mais je trouve ça plus intéressant de le faire avec le motif. Donc, du coup, je pose le motif sur le ciel bleu et je trace à la craie autour, voilà, pour le marquer. Et après, je le remplis de peinture, etc., etc. C'est un feignant, quoi. Hein? C'est un feignant. Hein? Et les autres motifs, ceux des vêtements, ceux d'un pantalon par ici, un pull par là, des foulards, c'est quand même quelque chose de très présent. Ouais, c'est ça, c'est en fait le motif. J'aime beaucoup le motif parce que je trouve que ça apporte une vibration dans la peinture. Et puis j'ai une obsession à ça qui me vient de je ne sais pas quoi, même si depuis peu je me suis rendu compte par ma mère qui m'a dit, donc ça fait 2, 3 ans que je travaille sur le motif, et il y a 1 an et demi, ma mère me dit, c'est marrant que tu fasses des motifs parce qu'en fait, ton arrière-grand-père travaillait dans les usines à Lyon et faisait des motifs pour les fabriques de tissus. Et donc j'ai dit, ah oui, donc tout s'explique, ceci explique cela. Voilà. Donc on revient sur le tarot de Marseille, on est reparti voilà, dans les histoires d'ancêtres quoi, qui font des choses. Parce qu'apparemment, dans ta famille, tes ancêtres, des deux côtés, d'après ce que m'a dit ta mère, il y avait pas mal de monde qui taquinait le pinceau. Oui, oui. Alors donc du coup, il y a cet arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père qui faisait du motif sur les tissus à Lyon. Il y a mon grand-père, donc le père de ma mère, qui était artiste aussi. Alors qui n'a pas voulu, je pense, percer ou en faire quelque chose, mais bon, qui passait ses journées et ses soirées à dessiner. Et après, du côté de mon père, j'ai un ancêtre, alors c'est 1700 je ne sais quoi, Gaspard Grésly, qui était peintre au duché dans le Doubs, de comment ça s'appelle, Montbéliard. Montbéliard. Voilà. Donc oui, donc du coup, il y a de la racine. Et des restes. C'est ça. Bon, pour quelqu'un qui n'aime pas trop parler en public, il a quand même été généreux. Hein. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas abordé certaines questions qui vous semblent importantes? Donc, évidemment, il nous reste un quart d'heure ou davantage, comme vous voulez. Est-ce que vous voulez bien poser quelques questions à Julien? Oui? On a mis votre travail qui correspond finalement à ce que disait Picasso. J'aimerais bien retrouver des explications à mon âme d'enfant. Alors vous l'exprimez et vous répondez à Picasso même s'il n'existe pas. Donc la question que je me pose, vous avez quitté Paris parce que votre appartement était trop petit, vous cherchiez un grand espace pour faire vos grandes peintures, mais on est tous dans le même cas, on n'a pas de maison extensible. Donc que faites-vous de vos grandes toiles dans la mesure où les châteaux, le Vatican est déjà pris par tous les tableaux du château de la Renaissance, etc., etc. Donc, où vont ces grandes toiles colorées, fraîches, dynamiques Merci. Elles vont chez des collectionneurs privés la plupart du temps. Donc, ils ont des grandes maisons. Donc ils ont des grandes maisons, oui. Il y a des gens qui ont des grandes maisons. Pas tout le monde, mais... Parce que je me disais, même ces gens-là qui ont des avoirs assez grands, maintenant avec les doubles vitrages, les grandes vitres, les grandes baies, ça enlève la mur. Alors je me demande si les accrochent sur les vitres. Je sais pas. Il faudrait qu'on leur demande en vrai. Je pourrais demander, mais... Ouais. Mais oui, oui, enfin, oui, oui, j'en vends. Collectionneurs américains et collectionneurs parisiens pour des maisons secondaires, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai, par exemple, l'année dernière, j'ai un collectionneur qui me suit depuis très très longtemps et qui m'achète régulièrement, qui disait je prendrais bien celui-là, mais le problème c'est que j'ai plus de place. Et donc du coup, il a été orchestré un balai d'anciennes toiles qui étaient chez lui, qui ont été mises dans la réserve de la galerie à Paris, pour qu'il puisse acheter le tableau pour mettre le nouveau. C'est des problématiques différentes. Voilà. Oui. Juste une question. Christiane. Est-ce que tu pourrais nous parler de la famille
couleurs, parce que c'est ce qui nous frappe quand on voit tes toiles. Et moi, j'ai été frappée dans l'atelier par des boîtes de pigments. Oui, alors là, c'est purement technique. Effectivement, en fait, je travaille avec à peu près tout ce qui me passe sous la main, mais principalement des pigments bruts que je mélange à un liant acrylique. Et ça me permet de faire par couches successives des couleurs que j'aurais jamais avec un tube de peinture acheté. Voilà. Donc du coup, il y a des pigments qui sont très très forts et qui du coup se révèlent parce qu'on les utilise hors de quelque chose, d'une peinture achetée. Ouais. Donc ça, c'est hyper bien. Et toutes les ombres sont faites avec des terres noires et des choses comme ça qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, du coup, tu n'as pas fait les beaux-arts, mais tu es très attaché au métier de peintre, parce que enfin, ses propres couleurs, forcément, ça change la vie en tant que peintre. Moi, je voulais que tu nous précises l'utilisation que tu fais de motifs qui sont en fait des citations à l'histoire de l'art. On reconnaît bien des citations à Gauguin, à Hockney, à Matisse, à Viala, etc. Et comment tu fais pour ne pas que toutes ces références ne se percutent pas entre elles? Parce que c'est le risque, c'est une peinture tellement riche, nourrissante, que comment tu fais pour organiser tout ça? On sent que c'est très organisé, justement. Est-ce qu'il n'y a pas des petits carnets, justement, pour ces citations-là? Eh bien, honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que je pense qu'en fait, les références dont tu parles, je les ai parce qu'effectivement, je pense qu'on les a presque tous dans l'inconscient collectif. Enfin, c'est quelque chose, on a tous vu les tableaux, on les a tous admirés au musée, etc., etc. Donc, à l'intérieur de moi, je les ai. Après, il y a à aucun moment, quand je suis à l'atelier devant mon travail, où je me dis, là, tu pourrais faire une référence à, là, tu pourrais faire une référence à. C'est juste ça vient comme ça. Alors j'imagine que du coup, peut-être que le mécanisme que je mets en place dans ma recherche de la suite du tableau correspond à un inconscient aussi collectif de la réponse, c'est de mettre ça à côté, comme une espèce de logique picturale, et que du coup, on est plusieurs à être passés au même endroit, voilà, et que je reproduis la même chose que eux ont trouvé aussi sur leur chemin, je sais pas. Il s'agit pour Julien, j'ai l'impression, d'un besoin intérieur impérieux et que il pousse sa charrette comme il peut, hein, et que quand ça ne marche pas comme si il l'amende. Hier, tu as parlé avec un de mes amis architectes et qui te parlait de cette maison-là, années 50, et il m'a dit tout est parfait, les perspectives sont bonnes, les ombres portées sont bonnes, mais la partie supérieure, elle n'est pas normale. Et tu lui as répondu, pourquoi est-ce que tu l'as mis le bandeau? Tu te souviens? Ouais. Le bandeau supérieur? Ouais. Oui, en fait, je travaille donc sur ce tableau et du coup, en fait, visuellement, donc j'ai pas le bandeau supérieur et visuellement, en fait, ça ne fonctionne pas. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais je regarde ce tableau et je me dis, ça va pas. Cette maison, elle flotte dans l'espace, voilà. Et du coup, je rajoute le bandeau. Et je me dis, bon voilà, là elle est structurée. Alors après, du coup, je me dis, oui, mais alors du coup, ce bandeau, il veut dire quoi? Il veut rien dire. Donc je l'enlève. Et puis je me dis, ben non, c'est pas bon, ça marche pas. Donc je remets le bandeau et je décide que, ma foi, ce sera comme ça. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Sur le bandeau, non. Et sur autre chose? En termes de questions, tu as travaillé en Floride. Ouais. Alors, je veux savoir si cet environnement, on va dire, à la fois paysager, chromatique et architectural t'a inspiré.
Oui, beaucoup. En fait, depuis avant-hier, parce qu'on avait déjà commencé à en discuter, et puis hier soir au vernissage, des gens sont revenus vers moi avec vraiment cette idée de la couleur et depuis quand la couleur, etc. Donc je suis rentré à la maison hier soir et je commençais à cogiter sur, c'est vrai finalement, depuis quand la couleur? Parce qu'en fait, si je regarde mon travail il y a 20 ans, quand je commence à peindre, je fais des voitures sur le périph' parisien noir avec des ciels gris et des immeubles gris-beige. Voilà. Donc ça, c'est le travail du début. Et je ne sais pas dire à quel moment en fait ça bascule vers la couleur. Je pense que ça avance tout doucement. Et effectivement, la résidence que je fais à Miami pendant 3 mois, juste l'année avant le Covid, me fait revenir avec du jaune et du rose dans ma palette très fortement et que je lâche plus, depuis, ouais. Et que j'aime beaucoup. Ce qu'on ressent chez vous, justement, c'est cette sincérité. Parce que quelqu'un avait donc évoqué Diana Matisse, etc. Non, moi je ne ressens rien de tout ça. Ce serait idiot de peindre avec des références des anciens. Justement, c'est là où le bas blesse. On devrait lire le livre de la révolte à la Renaissance de Georges Mathieu, un peintre de Lille, et qui disait on est trop imbu de ce passé savant de l'histoire de l'art, etc. On connaît trop l'histoire de l'art. Et lui, justement, il n'a pas fait les beaux-arts. C'est ça qui est très bien. C'est qu'il est pur, il est tout neuf dans son esprit pour créer sa propre peinture. C'est ça que j'admire chez lui, c'est que je ressens quelque chose de nouveau, mais sans aucune référence, ni à Matisse, ni à Fiona, ni à personne d'autre. Voilà. Et c'est cette authenticité qui est bien. J'ai remarqué aussi, est-ce que vous l'avez dit, que notre directeur a des sockets, des chaussettes avec des petits pois qui font référence au tableau de Julien. Non, impossible. Je vais souligner la joie qu'apporte votre tableau, le plaisir de vivre. Mais je vais vous poser une question. On voit très peu, quasiment pas, les yeux de vos personnages. Est-ce que c'est pour l'exposition ou est-ce que c'est général? Alors, c'est pour l'exposition, enfin, c'est la série que je travaille en ce moment depuis 1 an. J'ai eu des périodes où je faisais des portraits, des grands portraits souriants avec les yeux pleins d'expressions, etc. Et là, en fait, sur toute cette série-là, je me suis concentré, enfin, je me suis retrouvé face à quelque chose, c'est que j'arrive avec les motifs autour, etc. Donc, j'ai un personnage et puis je construis autour un univers avec des motifs, des fleurs, des choses, des animaux, j'essaie de rajouter. Et en fait, le portrait tue à mon sens. Le portrait, du coup, se retrouve à être la partie visible du tableau et tout ce que j'emmène autour de motifs et de volonté de montrer du paysage et des choses se retrouve balayé par le regard du personnage. Et donc, du coup, je l'ai emmené aussi, je l'ai mis dans l'atelier sur ce tableau-là. Donc, à chaque fois, sur tous que ce soit celui-ci ou celui-ci, le tableau existe dans une première version avec le visage en entier et les yeux. Donc, je travaille mon portrait en entier et après, je décide de venir masquer les yeux pour laisser apparaître le paysage autour. Et donc, sur celui-ci où j'avais parfaitement réussi le regard et il avait un regard de biche qui était super, je me suis dit, mais on voit que ça. Du coup, je vois pas moi, je vois plus le chien, je vois plus le chat tigre, etc. Donc, je me suis fait un papier comme ça, voilà, que j'ai peint en bleu, et j'ai mis des nuages dessus, et je suis allé le scotcher sur le portrait, et j'ai dit oui, bien sûr, c'est sûr, en fait, là, ça y est, j'ai toute la toile qui vit d'un coup, alors que quand je l'enlève, je regarde que lui. Et donc, du coup, le tableau devient tout petit. Oui. Oui. Oui, oui. Juste, c'est étonnant ce que vous dites parce que vous dites que vous masquez les yeux pour qu'on voit ce qui entoure les personnages. Et je trouve que le fait de masquer les yeux nous amène à une intériorité, à être dans le personnage, à s'interroger sur justement son
Oui, c'est ça. C'est est-ce que du coup, enfin, donc ça, c'est une question que moi je peux me poser à moi-même quand je suis en train de travailler et que les gens me renvoient aussi. C'est du coup, est-ce qu'on est en train de regarder un personnage qui évolue dans un paysage ou est-ce qu'on est déjà à l'intérieur du personnage tout entier, en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est un petit peu un des titres secondaires de ce tableau-là qui parle du paysage qui ne se voit que les yeux fermés. Donc on est bien dans quelque chose d'intérieur. Donc c'est une très belle exposition. Bonjour. Bonjour. Une chose est drôle, c'est que toutes les toiles ont un titre. Et il y a beaucoup de peintres aujourd'hui qui sont très réticents avec les titres, parce que ça force la signification. Donc est-ce que ces titres viennent après la fin du tableau ou au moment du carnet? Est-ce que le titre reste le même ou est-ce qu'il est sujet à des transformations? Et surtout, est-ce qu'on a une façon de défendre un titre par rapport à un tableau? C'est vraiment difficile aujourd'hui, puisque, comme le disait Claude très justement, on a été complètement broyé par l'histoire du concept, de la peinture du réalisateur, de la galerie. Donc, comment est-ce qu'on assume son titre aujourd'hui? Ben, assumer le titre, c'est comme assumer le tableau, je dirais. Enfin, c'est facile, c'est obligatoire. C'est-à-dire que à partir du moment où je peins, de toute façon, j'expose à montrer quelque chose au monde, entre guillemets, et donc du coup à en subir les retours. Ça, c'est une chose. Quand est-ce qu'arrive le titre? Le titre, il arrive souvent en cours de travail. C'est-à-dire que le tableau se met en place et les couches se superposent. Et donc, du coup, je fais une narration avec moi-même sur qu'est-ce qui se passe. Et là maintenant, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que j'ai envie, etc. Et le titre se définit au fur et à mesure. Donc, souvent, je les écris à la craie. En bas, avec l'idée que ça ne va pas rester, parce qu'en fait, c'est juste une note de travail. Et finalement, plus ça va, plus je me dis, ben, je vais les laisser comme ça. Après, sur la question du titre, ben, c'est ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure en début quand je suis arrivé. Sans titre, c'est vraiment voilà, sans titre, qu'est-ce qu'on fait avec sans titre finalement? Et en plus, mon galeriste me disait, c'est vrai qu'en plus, sans titre, c'est chiant parce que du coup, ben, j'ai vu un sans titre là qui me plaisait bien, bah oui. Lequel? Voilà. Le 64, le 76, le 89. Bon, voilà. Après, donc oui, moi j'aime bien le titre parce que je donne, enfin en plus dans le titre, je mets bien une information, mais je suis pas sûr que je donne non plus toutes les clés du tableau. Et j'aime de plus en plus qu'il soit à rallonge. Voilà. Donc ça devient des paragraphes, mais j'assume, enfin ça me plaît bien. Et alors pour quelque chose qui va partir dans l'autre sens, le tableau qui est derrière où il pleut toujours le jour où lui, il vient du carnet, voilà. Donc c'est un jour où il pleut et puis c'est, je sais plus, quelqu'un fait une phrase qui va dans cette espèce de non-sens et je dis ah ben c'est marrant, c'est comme si tu disais que tu voulais qu'il fasse beau alors qu'il pleut et hop carnet, voilà. Merci Julien. On va... Oui, allez. Encore une question. Je me posais la question de la présence assez récurrente de l'horizontale. Et puis bon, en cogitant, je me dis, mais il y a un lien avec la perspective. Et je trouve que dans ce tableau, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la genèse de la perspective, par le placement de ces nuages réels devant cette profondeur qui est générée par... Alors, l'horizontale, pourquoi? L'horizontale, pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi l'horizontale? Bah, parce que c'est la base du... Je pense que c'est... Enfin, quand je commence un tableau, je vais commencer par tracer une ligne d'horizon qui va me permettre de positionner l'ensemble de mon tableau. Donc j'imagine que, enfin oui, c'est ça, l'horizontale comme élément obligatoire d'une scène à poser. Oui. En particulier s'il s'agit d'un paysage. Vous faites un trait comme ça et vous avez un paysage, vous n'avez qu'à signer. Et puis la fameuse tripartition du tableau, hein, la terre, enfin la partie basse, le ciel et puis là où je passe la scène. Donc automatiquement,
comme s'il s'agit d'un paysagiste, elle est indispensable, il me semble. Donc, on va s'arrêter peut-être par là, à moins qu'il y ait d'autres questions. J'ai trouvé un truc, c'est le côté psychologique du personnage. Je trouve qu'il a envie de s'effacer pour laisser place à la nature. Dans ces plantes, le sable, le ciel, les nuages, tout tourne autour de l'être humain. Et l'être humain, plutôt que d'être en avant, comme on a toujours envie de le faire, s'efface en se cachant les yeux, l'air de dire mais cessez de me regarder en tant qu'individu, regardez autour de vous ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est les interprétations que j'aime, voilà, de chacun. Merci Julien. Et il y a quelques jours, tu m'as dit comment tu travaillais et tu m'as dit que tu commences à l'atelier à 6 heures du matin. Ça fait quand même de longues journées et que donc j'en déduis que la peinture est un sport de combat et qu'il lui faut une envie intérieure profonde et qu'il lui faut une énergie personnelle que tu as l'air d'avoir. C'est bien ça. Quand tu vas à l'atelier, tu t'arrêtes pas. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une histoire d'énergie. Quelqu'un a dit il est jeune. Ben, il a 45 ans quand même. Donc bon, il est jeune. Oui, c'est une histoire d'énergie. En fait, pour moi, la peinture, c'est une histoire d'énergie. Ouais, c'est certain. Et en fait, je dirais pas que c'est un combat parce que, moi, je le vis pas comme ça, mais c'est bien quelque chose ça prend de l'énergie de peindre. Ouais, vraiment. Et quand on est devant et il faut sortir de soi ce qu'il y a à sortir, ça demande de l'énergie. Donc, je suis quelqu'un qui est plutôt du matin, effectivement. Donc, je commence à 6 heures, je finis vers 13 heures, 14 heures, 15 heures si vraiment je suis complètement sorti de mon enveloppe charnelle. Et après, je passe à autre chose. La journée, du coup, je fais des choses plus simples et plus tranquilles. On l'applaudit, hein? Bravo. Merci. Très bien, super cool. Impeccable. Je me dis, ben non, c'est pas bon, ça marche pas. Donc je remets le bandeau et je décide que, ma foi, ça sera comme ça. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Sur le bandeau, non. Et sur autre chose? En termes de questions, tu as travaillé en Floride. Ouais. Alors, je veux savoir si cet environnement, on va dire, à la fois paysager, chromatique et architectural t'a inspiré. Oui, beaucoup. En fait, depuis avant-hier, parce qu'on avait déjà commencé à en discuter, et puis hier soir au vernissage, des gens sont revenus vers moi avec vraiment cette idée de la couleur et depuis quand la couleur, etc. Donc, je suis rentré à la maison hier soir et je commençais à cogiter sur, c'est vrai finalement, depuis quand la couleur? Parce qu'en fait, si je regarde mon travail il y a 20 ans, quand je commence à peindre, je fais des voitures sur le périph' parisien noir avec des ciels gris et des immeubles gris-beige. Voilà. Donc ça, c'est le travail du début. Et je ne sais pas dire à quel moment, en fait, ça bascule vers la couleur. Je pense que ça avance tout doucement. Et effectivement, la résidence que je fais à Miami pendant 3 mois, juste l'année avant le Covid,
me fait revenir avec du jaune et du rose dans ma palette, très fortement, et que je lâche plus, depuis, ouais. Et que j'aime beaucoup. Ce qu'on ressent chez vous, justement, c'est cette sincérité. Parce que quelqu'un avait donc évoqué Viana Matisse, etc. Non, moi je ne ressens rien de tout ça. Ce serait idiot de peindre avec des références des anciens. Justement, c'est là où le bas blesse. On devrait lire le livre de la révolte à la Renaissance de Georges Mathieu, un peintre de Lille, et qui disait on est trop imbu de ce passé savant de l'histoire de l'art, etc. On connaît trop l'histoire de l'art. Et lui, justement, il n'a pas fait les beaux-arts. C'est ça qui est très bien. C'est qu'il est pur, il est tout neuf dans son esprit pour créer sa propre peinture. C'est ça que j'admire chez lui, c'est que je ressens quelque chose de nouveau, mais sans aucune référence, ni à Matisse, ni à Viana, ni à personne d'autre. Voilà. Et c'est cette authenticité qui est bien. J'ai remarqué aussi, est-ce que vous l'avez dit, que notre directeur a des sockets, des chaussettes avec des petits pois qui font référence au tableau de Julien. Non, impossible. Pour souligner la joie qu'apporte Pablo, le plaisir de vivre. Mais je vais vous poser une question. On voit très peu, quasiment pas, les yeux de vos personnages. Est-ce que c'est pour l'exposition ou est-ce que c'est général? Alors, c'est pour l'exposition, enfin, c'est la série que je travaille en ce moment depuis un an. J'ai eu des périodes où je faisais des portraits, des grands portraits souriants avec les yeux pleins d'expressions, etc. Et là, en fait, sur toute cette série-là, je me suis concentré, enfin, je me suis retrouvé face à quelque chose, c'est que j'arrive avec les motifs autour, etc. Donc, j'ai un personnage et puis je construis autour un univers avec des motifs, des fleurs, des choses, des animaux, j'essaie de rajouter. Et en fait, le portrait tue à mon sens. Le portrait, du coup, se retrouve à être la partie visible du tableau et tout ce que j'emmène autour de motifs et de volonté de montrer du paysage et des choses se retrouve balayé par le regard du personnage. Et donc, du coup, je l'ai emmené aussi, je l'ai mis dans l'atelier sur ce tableau-là. Donc, à chaque fois, sur tous les, que ce soit celui-ci ou celui-ci, le tableau existe dans une première version avec le visage en entier et les yeux. Donc, je travaille mon portrait en entier et après, je décide de venir masquer les yeux pour laisser apparaître le paysage autour. Et donc, sur celui-ci où j'avais parfaitement réussi le regard, et il avait un regard de biche qui était super, je me suis dit, mais on voit que ça. Du coup, je vois pas moi, je vois plus le chien, je vois plus le chat tigre, etc. Donc, je me suis fait un papier comme ça, voilà, que j'ai peint en bleu, et j'ai mis des nuages dessus, et je suis allé le scotcher sur le portrait, et j'ai dit oui, bien sûr, c'est sûr. En fait, là, ça y est, j'ai toute la toile qui vit d'un coup, alors que quand je l'enlève, je regarde que lui. Et donc, du coup, le tableau devient tout petit. Oui. Oui. Oui, oui. Juste, c'est étonnant ce que vous dites parce que vous dites que vous masquez les yeux pour qu'on voit ce qui entoure le personnage. Et je trouve que le fait de masquer les yeux nous amène à une intériorité, à être dans le personnage, à s'interroger sur justement son intériorité. Alors c'est vraiment l'effet presque. Oui, c'est ça. Enfin, donc ça, c'est une question que moi je peux me poser à moi-même quand je suis en train de travailler et que les gens me renvoient aussi. C'est du coup, est-ce qu'on est en train de regarder un personnage qui évolue dans un paysage ou est-ce qu'on est déjà à l'intérieur du personnage tout entier, en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est un petit peu un des titres secondaires de ce tableau-là qui parle du paysage qui ne se voit que les yeux fermés. Donc on est bien dans quelque chose d'intérieur. Donc c'est une très belle exposition. Bonjour. Bonjour. Une chose est drôle, c'est que toutes les toiles ont un titre.
Et il y a beaucoup de peintres aujourd'hui qui sont très réticents avec les titres, parce que ça force la signification. Donc, est-ce que ces titres viennent après la fin du tableau ou au moment du carnet? Est-ce que le titre reste le même ou est-ce qu'il est sujet à des transformations? Et surtout, est-ce qu'on a une façon de défendre un titre par rapport à un tableau? C'est vraiment difficile aujourd'hui, puisque, comme le disait Christophe très justement, on a été complètement broyé par l'histoire du concept, de la nature du voyateur, de l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on assume son titre aujourd'hui? Assumer le titre, c'est comme assumer le tableau, je dirais. Enfin, c'est facile, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peins, de toute façon, j'expose à montrer quelque chose au monde, entre guillemets, et donc du coup à en subir les retours. Ça, c'est une chose. Quand est-ce qu'arrive le titre? Le titre, il arrive souvent en cours de travail. C'est-à-dire que le tableau se met en place et les couches se superposent. Et donc, du coup, je fais une narration avec moi-même sur qu'est-ce qui se passe. Et là maintenant, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que j'ai envie, etc. Et le titre se définit au fur et à mesure. Donc, souvent, je les écris à la craie. En bas, avec l'idée que ça va pas rester, parce qu'en fait, c'est juste une note de travail. Et finalement, plus ça va, plus je me dis, ben, je vais les laisser comme ça. Après, sur la question du titre, ben, c'est ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure en début de quand je suis arrivé. Sans titre, c'est vraiment voilà, sans titre, qu'est-ce qu'on fait avec sans titre finalement? Et en plus, mon galeriste me disait, c'est vrai qu'en plus, sans titre, c'est chiant parce que du coup, ben, j'ai vu un sans titre là qui me plaisait bien, bah oui. Lequel? Le 64, le 76, le 89. Bon, voilà. Après, donc oui, moi j'aime bien le titre parce que je donne, enfin en plus dans le titre, je mets bien une information, mais je suis pas sûr que je donne non plus toutes les clés du tableau. Et j'aime de plus en plus qu'il soit à rallonge. Voilà. Donc ça devient des paragraphes, mais j'assume, enfin ça me plaît bien. Et alors pour quelque chose qui va partir dans l'autre sens, le tableau qui est derrière où il pleut toujours le jour où lui il vient du carnet, voilà. Donc c'est un jour où il pleut et puis c'est, je sais plus, quelqu'un fait une phrase qui va dans cette espèce de non-sens et je dis ah ben c'est marrant, c'est comme si tu disais que tu voulais qu'il fasse beau alors qu'il pleut et hop carnet, voilà. Merci Julien. On va... Oui, allez. Encore une question. Je me posais la question de la présence assez récurrente de l'horizontale. Et puis bon, en cogitant, je me dis, mais il y a un lien avec la perspective. Et je trouve que dans ce tableau, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la genèse de la perspective, par le placement de ces nuages réels devant cette profondeur qui est générée par... Alors, l'horizontale, pourquoi? L'horizontale, pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi l'horizontale? Parce que c'est la base du... Je pense que c'est... Enfin, quand je commence un tableau, je vais commencer par tracer une ligne d'horizon qui va me permettre de positionner l'ensemble de mon tableau. Donc j'imagine que... Enfin, oui, c'est ça, l'horizontale comme élément obligatoire d'une scène à poser. Oui. En particulier s'il s'agit d'un paysage. Vous faites un trait comme ça et vous avez un paysage, vous n'avez qu'à signer. Et puis la fameuse tripartition du tableau, hein, la terre, la partie basse, le ciel et puis là où je passe la scène. Donc automatiquement, comme s'il s'agit d'un paysagiste, elle est indispensable, il me semble. Donc on va s'arrêter peut-être par là, à moins qu'il y ait d'autres questions. C'est le côté psychologique du personnage. Je trouve qu'il a envie de s'effacer pour laisser place à la nature. Dans ces plantes, le sable, le ciel, les nuages, tout tourne autour de l'être humain. Et l'être humain, plutôt que d'être en avant, comme on a envie de le faire, s'efface en se
cachant les yeux, l'air de dire, mais cessez de me regarder en tant qu'individu, regardez autour de vous ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est les interprétations que j'aime, voilà, de chacun. Merci Julien. Et il y a quelques jours, tu m'as dit comment tu travaillais et tu m'as dit que tu commences à l'atelier à 6 heures du matin. Ça fait quand même de longues journées et que donc j'en déduis que la peinture est un sport de combat et qu'il lui faut une envie intérieure profonde et qu'il lui faut une énergie personnelle que tu as l'air d'avoir. C'est bien ça. Quand tu vas à l'atelier, tu t'arrêtes pas. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une histoire d'énergie. Quelqu'un a dit il est jeune. Ben, il a 45 ans quand même. Donc bon, il est jeune. Oui, c'est une histoire d'énergie. En fait, pour moi, la peinture, c'est une histoire d'énergie. Ouais, c'est certain. Et en fait, je dirais pas que c'est un combat parce que, moi, je le vis pas comme ça, mais c'est bien quelque chose ça prend de l'énergie de peindre. Ouais, vraiment. Et quand on est devant et il faut sortir de soi ce qu'il y a à sortir, ça demande de l'énergie. Donc, je suis quelqu'un qui est plutôt du matin, effectivement. Donc, je commence à 6 heures, je finis vers 13 heures, 14 heures, 15 heures si vraiment je suis complètement sorti de mon enveloppe charnelle. Et après, je passe à autre chose. La journée, du coup, je fais des choses plus simples et plus tranquilles. On l'applaudit, hein?